Chers amis, bonjour, ici Paul Amieux, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Ma dernière vidéo, c'était sur Samak Araki et j'explique dans ma vidéo qu'elle politise la science. Et vous êtes nombreux à vous être posé la question, qu'est-ce que la politisation de la science? Et vous avez eu des commentaires extrêmement intéressants, mais je trouve que vous n'avez pas compris le concept que je développe. Par ma faute, précisons que je m'exprime souvent mal. Et donc, si je suis d'accord avec beaucoup de commentaires que vous avez laissés, et je vais venir dans cette vidéo, je pense que vous n'avez pas compris le point et je souhaite vous l'expliquer un peu plus. Lorsque j'étais étudiant de 2006 à 2012, enfin étudiant jusqu'à master, parce que j'ai fait ma thèse en Italie, j'étais d'abord militant en 2006, puis à partir de fin 2007, début 2008, j'étais coprésident d'un syndicat, l'Union nationale interuniversitaire, UNI, qui est un syndicat de la droite républicaine qui a été créé en 1968, lorsqu'il y a eu les mouvements étudiants un peu partout dans le monde, et notamment en France, pour protéger la vision du monde du gaullisme. Bon, protéger dans les universités, défendre plutôt, ce serait le terme juste dans les universités. Lorsque j'étais à l'Uni, et encore aujourd'hui, je vous en ai parlé d'ailleurs en vidéo, il y a un certain climato-scepticisme au sein du mouvement. Et on invite donc, Olivier Vial, président de l'Uni, invite toujours des climato-sceptiques à venir discuter face aux étudiants. Et moi, lorsque j'étais étudiant, entre 2006 et 2012, il y avait déjà cette tendance-là. Et on nous invitait, des climato-sceptiques, on nous invitait à lire des livres sur le sujet. Et alors ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut voir, c'est que dans les partis politiques, dans les syndicats, vous avez quelques lectures un peu obligatoires. Bon. Nous, par exemple, en Convergence, on nous offrait toujours des valeurs actuelles. C'est un exemple. Bon. Et s'il y a des lectures que moi j'aimais lire, il y en a d'autres que j'avais beaucoup plus de mal. Bon. Et donc, face à des esprits jeunes, esprits étudiants, lorsque vous avez des climato-sceptiques qui viennent, eh bien, vous pouvez atteindre ces esprits-là et rendre climato-sceptiques ces militants-là et ces jeunes-là. Et les premiers temps, lorsque moi j'allais en Convergence et que j'écoutais des gens, d'anciens ministres, d'anciens directeurs de partis, des philosophes, des essayistes, des grands écrivains, qui nous parlaient un peu du climat en nous disant c'est des idées de gauche, vous savez, il ne faut pas aller vers là, l'écologie c'est gauchiste, etc. Vous le croyez quelque part. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, on est en 2008-2009, et je lis, et puis je m'aperçois que ce qu'on me raconte à l'Uni, c'est pas vrai, en tout cas en partie, je vais me rapprocher d'un groupe qui, au sein de l'université, fait chaque année la semaine de l'environnement, et donc je vais l'Uni, et alors ça c'est là où on a une petite différence avec la gauche, moi et certains militants, on va aider à l'organisation de cette semaine d'environnement. On va juste être bénévole, on ne sera pas dans les cadres qui le font, mais on sera bénévole sur la semaine d'environnement. Et je dis, il y a une petite différence parce que j'avais écrit sur le programme 2010 que l'Uni ait participé, puis la gauche me dit non, toi et certains militants, on refuse que l'Uni soit bon. Et d'ailleurs, l'Uni refusait, c'est-à-dire que la présidence du parti refusait que nous participons à cela, et cela aura précipité ma chute, puisqu'en 2011, je suis démis de mes fonctions au sein du mouvement. J'avais quand même des fonctions assez importantes au sein du mouvement. Je suis démis de mes fonctions et en fin 2011, je serai renvoyé. Ceci en a fait partie. Bon. Donc, il faut se renseigner sur l'écologie et ce qu'on voit dans cet exemple, c'est qu'il y a une politisation de la science au sein de l'UNI, au sein du syndicat de la droite républicaine, syndicat étudiant de la droite républicaine. Et ça, c'est le premier point. Et pour parler de la politisation de la science, je vais diviser en 3 chapitres. 3 choses, 3 visions, 3 voilà. Je ne sais pas quel mot choisir, mais qui sont 3 façons de politiser la science et qui sont, à mon avis, mauvaises, qui sont, à mon avis, néfastes. Le premier point, et c'est ce que je vous ai décrit en vous donnant l'exemple de l'UNI, c'est qu'il y a une idée. Cette idée, c'est, au sein de l'UNI, c'est l'humain est là pour augmenter en permanence son confort de vie. La gauche veut que l'on diminue le confort de vie par idéologie, donc elle a créé l'écologie par idéologie, et voilà, nous on est contre l'écologie, on est contre ceci. Bon, en tout cas, et on invite en conférence privée, des gens comme François Gervais, etc. Enfin, faut voir ces conférences privées, dont l'UNI le dira pas comme ça, mais je vais me faire taper sur les doigts, mais
il faut voir aussi, moi je dis, je pense qu'il faut qu'Olivier Vial prenne la porte et qu'il y ait des gens plus responsables qui prennent le parti, le syndicat et qui amènent les jeunes à devenir écolos. Il faut être très clair là-dessus. Donc le premier point, c'est de dire, voilà, on a une idée, une idéologie, et on va utiliser des données scientifiques pour promouvoir notre idéologie, pour appuyer sur notre idéologie. L'environnement est un très bon exemple. Il n'y a pas de changement anthropique du climat, c'est mon idée parce que j'ai envie que l'humain continue à pouvoir utiliser les ressources naturelles, etc., à jouir sans entrave quelque part. Et donc je vais utiliser des écrits de scientifiques comme ceux de François Gervais, par exemple, qui est physicien, qui est un scientifique, qui a une thèse, qui est ingénieur, enfin, c'est un scientifique, pas s'il a une thèse ou ingénieur, mais c'est un scientifique. Et je vais utiliser ces écrits pour dire, regardez, il y a des gens qui sont contre, des scientifiques qui disent que le changement anthropique du climat n'existe pas, c'est faux, regardez. Et vous avez d'autres ingénieurs, d'autres scientifiques qui vous disent, c'est bon pour les plantes, en fait, plus il y aura de CO2, donc il faut qu'on émette du CO2 d'atmosphère, il faut qu'on produise plus. Bon, j'utilise la science pour mon idéologie. Et c'est ce que je reproche à Karaki. Karaki, de mon point de vue, elle utilise la science pour son idéologie. Son idéologie, c'est laquelle ? C'est de dire il n'y a pas de mérite et donc il n'y a aucune raison que les riches soient plus riches. Bon, en d'autres termes, l'idée qui sous-tend, c'est qu'il faudrait les taxer plus. Bon, c'est une idéologie, c'est une idée. Et je vais venir à la fin sur idéologie et valeurs et vous expliquer pourquoi je suis contre l'idéologie. Et donc elle va se baser sur des données scientifiques en disant regardez la taille, le cerveau, regardez tout ce qui est épigénétique, regardez tous ces liens qui entre l'inné et l'acquis, vous voyez que le mérite n'existe pas, donc il n'y a pas de raison que les riches soient plus riches, etc. Bon. Et on sent qu'il y a là cette idéologie-là lorsqu'on l'écoute dans Blast, par exemple, lorsqu'on lit ses tweets. Vous le sentez en filigrane, et c'est ce qui me gêne. Donc le premier point, c'est d'utiliser la science pour son idéologie. Et ça a été très utilisé au 19e siècle, au début du 20e. Tous les racialistes qui pensaient qu'il y avait une différence et qui pensaient idéologiquement qu'il y avait une différence de niveau intellectuel, de niveau physique entre les différentes, entre guillemets, races humaines. Aujourd'hui, on parle de population, le terme de population est une notion plus complexe, et qui vont utiliser la science, parce qu'à l'époque, c'était des données scientifiques pour dire, regardez, la craniologie montre que le volume du crâne est plus faible, regardez, on montre qu'associé cela, et que donc les Noirs, par exemple, sont inférieurs intellectuellement aux Blancs, et donc on a le droit, quelque part, de les dominer, et donc on va justifier la colonisation, on va justifier notre racialisme. Ça, c'est la première utilisation. Elle a été utilisée dans l'histoire, et elle est toujours utilisée maintenant. Et ça, il faut bien faire attention à ça. Elle est toujours utilisée maintenant. Le deuxième point, qui va se lier au premier, vous allez voir, c'est la justification de politique par la science. Et là, vous allez voir qu'il faut faire beaucoup de nuances. Lorsque vous avez Paloma Moritz qui vous fait la vidéo pour répondre au fait qu'Hugo Clément soit allé discuter face au Rassemblement national dans cette conférence à l'heure actuelle, elle insiste sur le fait que l'écologie est politique. Dans ma vidéo que j'ai fait en réponse aux critiques sur Hugo Clément, j'insiste sur le fait que l'écologie est scientifique. Et vous voyez qu'avec Paloma Moritz, avec tout le respect que j'ai pour elle et tout le fait que je trouve qu'elle travaille bien et qu'elle a des vidéos très pertinentes et que je la suis et que je l'encourage à continuer à faire ses vidéos, nous avons une vision totalement différente de ce qu'est l'écologie. Elle estime que l'écologie est politique, j'estime que l'écologie est scientifique. Et la nuance est très importante. Pourquoi ? Parce que elle, quand elle dit l'écologie est politique, cela veut dire que les données scientifiques doivent mener à des politiques données, mais par imposition quelque part des politiques données. Et c'est cette idée qui sous-tend le fait qu'il ne faut surtout pas parler au Rassemblement national d'écologie et que c'est très dangereux si le Rassemblement national devient écolo. Bon, pour moi, c'est un peu du greenwashing qu'ils font en politique, mais on a déjà débattu là-dessus. Si je dis, et c'est ce que Paloma Moritz dit, il ne faut pas que le Rassemblement national devienne écolo, ça veut dire que j'estime que l'écologie appartient à certains partis, que je dois imposer des idées dans la société. Et c'est là où c'est très tendancieux. Que l'homme politique utilise les données de la science pour sa politique, c'est nécessaire et impératif. Que l'on impose par vision politicienne
par vision militante. Les données de la science dans la société, c'est totalement autre chose. Et il faut que vous fassiez le distinguo entre cela. Il faut que vous fassiez le distinguo parce que c'est très important. Et c'est ce que dit François Gémen, que j'ai invité sur la chaîne, lorsqu'il a cette phrase, je crois que c'est sur RTL face à Salomé Saké, quand il dit « Nous ne pouvons pas sauver les gens contre eux-mêmes. Et si les gens n'ont pas envie de voter pour des politiques climatiques, on ne peut pas les obliger. Il faut les regarder se suicider. » Et il a raison parce que là, il y a un enjeu démocratique très fort. Si je dis l'écologie est politique, alors j'invalide de fait tout autre programme qui ne serait pas écologique. C'est-à-dire que je dis ces gens-là doivent sortir du champ. Et nous savons par exemple que vous avez un certain nombre d'organisations écologiques comme le Shield Project qui ont dit Mélenchon et la NUPES, enfin à l'époque c'était pas NUPES, c'était LFI, a le programme le plus écologique. Si on va au bout du raisonnement que l'écologie est politique, alors il fallait dire seul Mélenchon a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Et là, tous les citoyens ont rigolé, on aurait dit, mais attendez, on a envie d'avoir le choix. Et ça, c'est une notion très importante de démocratie. On ne peut pas parler de démocratie si on politise la science, si on dit l'écologie est politique. L'écologie est avant tout scientifique. Ce qui signifie que les politiques doivent impérativement, et je dis bien impérativement, utiliser les données scientifiques pour leur programme politique et pour faire de la politique, mais on doit laisser le choix aux citoyens parce que la science n'a pas à imposer des choix. Et ça, c'est capital de le comprendre. Et c'est une nuance qui est majeure. Si l'on dit la science doit imposer des choix, alors on politise la science. Si l'on dit la science donne des données, par exemple le changement climatique est anthropique et il faudrait utiliser telle source d'énergie plutôt que telle autre pour diminuer nos émissions de CO2. On laisse le choix aux gens. Est-ce que vous voulez utiliser telle source d'énergie? Comment est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on a des décisions locales, nationales? Est-ce que par exemple, si on dit, je donne quelque chose un peu n'importe quoi, mais si on dit il faut 60 000 éoliennes en France, je ne sais pas combien il en faut, c'est un exemple un peu comme ça. Il faut 60 000 éoliennes en France. Et que je dis, bon, le président impose 60 000 éoliennes en France, et puis il y a des ingénieurs qui arrivent dans un village et qui disent on va mettre une éolienne ici. Et bien, ils disent on ne veut pas. Ah, mais vous n'avez pas le choix. On coupe un peu la démocratie. Donc, la façon de dire, par exemple, nous devons changer de source d'énergie, c'est une question démocratique qui est posée par la science. Mais la science dit, voilà, nos données disent qu'il faut changer de source d'énergie. Mais nous proposons aux citoyens. Nous n'imposons pas aux citoyens. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de l'écologie un instrument politique. Nous disons l'écologie, l'étude, toutes les études que regroupe l'écologie, l'étude des écosystèmes, l'étude de la vie, l'étude du climat, etc. Parce que l'écologie, c'est aussi, c'est surtout un domaine scientifique et vaste avec plusieurs domaines de compétences, d'expertise, etc., plusieurs champs d'études. Et de tous ces domaines-là, on a des données et on dit, voilà, la science propose ces données aux citoyens, dit, voilà la réalité des faits, on propose ces données aux citoyens de choisir. La politique vient dans un second temps. Donc, si l'on dit l'écologie est politique, comme dit Paloma Moritz, alors on politise la science. Si je dis l'écologie est scientifique, donne des données aux citoyens et aux politiques pour pouvoir faire des choix démocratiques et politiques, en ce cas, je ne politise pas la science. Et tous les commentaires que vous m'avez faits allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous refusez vous-même la politisation de la science, mais vous dites qu'il faut que le politique utilise impérativement les données scientifiques, mais qu'il y ait le choix. Et tous les commentaires que vous m'avez laissés, c'est ça. Et si on vous imposait, si demain on disait Mélenchon est le seul à avoir le droit de se présenter, vous diriez non. Si demain on vous disait dans tel village on ne laisse pas le choix, ni du lieu, ni du village, etc., ni de la taille de l'éolienne, ni tout ce que vous voulez, il y a une éolienne là et que les habitants disent non, mais qu'on dit c'est imposé par la science, vous direz non. Voyez la différence. Elle est notable. Donc là, nous en sommes au second point. Et c'est là où je parle d'écologie, je peux parler d'autre chose. Bon. Certains m'ont dit, et là on va finir sur ce point, certains m'ont dit, la science permet de faire évoluer la société. C'est très juste. Et certains ont donné l'exemple des handicapés. Moi, je pourrais donner, par exemple, l'exemple de la transsexualité ou de l'homosexualité, où l'on sait aujourd'hui qu'endocrinologiquement, neurologiquement, c'est tout à fait naturel dans notre espèce. Bon. Donc, la science dit, c'est tout à fait naturel dans notre espèce.
on comprend l'homosexualité d'un point de vue biologique. On comprend la transsexualité et la transidentité d'un point de vue biologique. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Bon. Donc, phénomène naturel. La science dit ça, c'est naturel, ces gens-là, ce ne sont pas des fous ou des malades, ou comme on peut voir dans certains discours, ce sont des gens normaux, qui ont une biologie normale, et voilà leur choix identitaire et sexuel. Comment on les intègre dans la société? Ça, c'est un choix démocratique. C'est un choix. Le politique doit prendre en compte que ces gens-là ne soient pas tarés, fous, je ne sais pas quoi. C'est normal, c'est biologiquement normal, la biologie l'explique. Mais en aucun cas, la biologie n'explique comment les intégrer. La science n'explique comment les intégrer. La sociologie peut l'étudier plus tard, mais la science n'impose pas ça. C'est un choix démocratique. Dans un des commentaires, on m'a parlé du handicap. On m'a dit la biologie, la science permet de mieux comprendre le handicap. Mais encore une fois, l'intégration des handicapés de la société, des personnes handicapées de la société, c'est un choix de société. La façon dont on les intègre, c'est un choix de société. Par exemple, à l'époque où j'étais étudiant, en plus de l'UNI, on avait co-créé avec des gens de gauche CQFD, une organisation CQFD, ce qu'il fallait démontrer, on s'occupait du handicap et on organisait chaque semaine, une semaine études et handicap, où par exemple nous avions des repas à l'aveugle, donc parce qu'on avait des étudiants qui étaient aveugles, donc on avait des repas à l'aveugle, on louait des fauteuils roulants, on faisait des compétitions sportives et surtout on mettait, avec les locations de fauteuils roulants, des gens valides pouvaient voir, des étudiants et des personnels de l'université valide pouvaient voir les difficultés que connaissaient les personnes à mobilité réduite sur le campus. Et nous, ce que nous demandions, c'était un réaménagement du campus pour pouvoir mieux intégrer les étudiants handicapés et les personnes handicapées. Campus qui était assez mal aménagé, Montpellier 2. Alors assez mal, il y a beaucoup d'efforts qui avaient été faits, je ne critique pas ça, mais il y avait beaucoup encore d'efforts à faire. Et donc on montrait ça, et on travaillait avec la cellule handicap de l'université, on organisait ça. Ça, c'est un choix de société, la façon dont on les intègre, la façon dont on crée des infrastructures, etc. Ça n'est pas un choix scientifique. La science va comprendre le handicap et va permettre de vivre avec ou voire de supprimer le handicap, mais en aucun cas, il y a un choix de société, elle impose un choix de société. Ça, le second point, c'est crucial parce que aujourd'hui, on vit avec ça, en réalité. On a toujours vécu avec ça et aujourd'hui, on vit avec ça. Il faut vraiment faire attention lorsque l'on idéologise la science à ce point-là, où on a envie d'imposer les choix. La démocratie, c'est laisser le choix aux citoyens. Et donc la science propose et le citoyen dispose. Vous connaissez cette maxime. Troisième point, qui a un lien avec le second directement, et vous voyez que tout c'est un lien, et c'est ce que nous dit Karaki, c'est de dire le scientifique a une légitimité de parler de certains sujets, pas plus que n'importe quel citoyen. Lorsque l'on parle de vaccins, le scientifique va dire, voilà, nous avons des vaccins, par exemple contre SARS-CoV-2, voilà comment ils ont été faits, voilà quelle est l'efficacité. Nous conseillons de vacciner, etc. Mais les autres citoyens ont leur mot à dire. Nous pouvons parler de ces sujets-là, mais nous ne sommes pas au-dessus des autres citoyens et nous n'avons pas plus de légitimité. Et ça, c'est très important à voir. Nous avons une légitimité de parler des connaissances scientifiques, mais pas de parler de l'application de ces connaissances scientifiques dans le champ social, dans le champ politique et dans le champ de la démocratie. Et quand Karaki nous parle, par exemple, de la méritocratie ou du talent, et qu'elle nous dit « les scientifiques sont légitimes pour en parler », non. Je le dis, non, pas plus que les autres. Le scientifique peut dire « voilà cérébralement ce que nous savons, voilà ce que la neurobiologie nous dit », mais en aucun cas, il est plus légitime pour parler de talent et de méritocratie que n'importe quel citoyen. Lorsque le scientifique dit « voilà les vaccins, l'efficacité d'un vaccin », en aucun cas, il est plus légitime qu'un autre pour dire « il faut imposer ou non le pass sanitaire, par exemple la vaccination ». Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez des scientifiques, par exemple Alexander Samuel, qui étaient contre le pass vaccinal, qui étaient contre le pass sanitaire. Vous avez des gens, des scientifiques qui se sont opposés. Et on voit là la différence. C'est-à-dire que les scientifiques disent oui, le vaccin est efficace, oui, le vaccin protège, mais en aucun cas le scientifique n'impose la vaccination à la société. C'est aux politiques à le faire. La différence, elle est là. Donc nous ne sommes pas plus légitimes que n'importe quel citoyen pour parler de ces sujets sociétaux. Nous le faisons à notre nom propre,
Nous le faisons avec les connaissances que nous avons, mais nous ne sommes pas plus légitimes que les autres citoyens. Et encore une fois, le pass sanitaire, qui était une sorte d'obligation vaccinale déguisée, vous avez des scientifiques qui s'y sont opposés. Et vous avez mon interview d'Alexander Samuel sur le blog où il parle de ça. Et ça, c'est très important à voir. Vous avez des scientifiques qui ont dit qu'il faudrait que les non-vaccinés, lorsqu'ils sont à l'hôpital, payent, c'est-à-dire qu'on ne les rembourse plus. Des scientifiques qui se sont opposés. Ce sont des sujets de société. Par contre, il est vrai que la très grande majorité des scientifiques, l'énorme majorité, ont dit qu'il ne faut pas réintégrer les soignants non vaccinés parce que justement, ils sont soignants. Et on voit que là, c'est un cas particulier. Justement, ils sont soignants et ils ont une obligation de ne pas être porteurs du virus pour ne pas contaminer des gens qui seraient fragiles. Parce que la science dit que les gens sont fragiles. Mais pour le reste, la légitimité du scientifique n'est pas supérieure. La nuance est compliquée à voir. Je suis d'accord que la limite entre dire il ne faut pas réintégrer les soignants non vaccinés et la science n'a pas à se proposer en tant que science, en tant que scientifique, mais juste en tant que citoyen sur le pass sanitaire, la nuance est difficile à voir, je suis d'accord. Mais la nuance existe. Et si l'on franchit cette nuance, si l'on dit le scientifique est légitime, donc plus légitime qu'eux, parce que tout citoyen est légitime de parler de tous les sujets. Mais si je dis le scientifique est légitime, donc plus légitime qu'eux, à discuter de certains sujets, alors je franchis cette nuance, je coupe cette nuance, et en ce cas, je politise la science. Et si je dis, comme nous dit Karaki, le scientifique est légitime pour parler de talent et de méritocratie, alors que la science, la biologie, la neuropsychologie ne se basent absolument pas, n'étudient absolument pas ces champs, alors je sors de la nuance et je politise la science. Tout est question de nuance dans la vie. Et c'est pour ça que je n'aime pas l'idéologie. L'idéologie est quelque chose de beaucoup plus trempé, de beaucoup plus abrupt. Et certains vont me dire, attends Paul, tu nous dis que tu es de droite. Oui, je suis de droite par les valeurs, pas forcément par l'idéologie. Et je ne dis pas forcément parce que je sors de plus en plus de l'idéologie, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Nous sommes au 19e siècle et il y a cette discussion sur le jour de repos par semaine. Il y a des discussions parlementaires, il y a des discussions par écrit, il y a des intellectuels qui se posent la question du jour de repos par semaine. La droite dit « Nous souhaitons que le dimanche soit un jour de repos parce que le Seigneur nous a dit qu'il devait y avoir un jour de repos par semaine et c'est le dimanche. Le dernier jour, au 7e jour, Dieu s'est reposé. » C'est par obéissance au dogme que nous disons il faut que les ouvriers se reposent une journée par semaine et le dimanche. La gauche a dit non, nous souhaitons que les ouvriers se reposent, que les employés et les ouvriers se reposent, les travailleurs se reposent, parce qu'ils sont fatigués de leur semaine, qu'ils font de travail harassant, nous sommes quand même au 19e siècle, et que c'est la pénibilité, etc. Ce n'est pas les mots qui sortent, mais c'est l'idée qui est. Les deux ont la même idée. Il faut une journée de congé par semaine, une journée non travaillée par semaine. Les valeurs qui sous-tendent cette journée sont totalement différentes. La droite et la gauche ont beaucoup d'idées communes, mais des valeurs sur ces idées différentes. Et selon ces valeurs, on est à droite ou on est à gauche. Pourtant, on peut avoir les mêmes idées. Et c'est ce que je vous ai dit lorsque je vous ai fait la vidéo sur Juvin Brunet. Je vous ai dit pourquoi est-ce que Juvin Brunet n'a pas été soutenu par les écologistes alors qu'il avait une idée, le franc libre, qui est très écolo. Et je vous ai expliqué le franc ouïr ici en Suisse, etc. Parce que les valeurs qui sous-tendent son idée, aussi écolo puissent-elles être, posent problème. En tout cas, à une partie des gens. Parce que le nationalisme, à moi, ne me pose pas de problème. S'il est exacerbé, oui, mais de fait, non. Quelqu'un qui aime son pays, bon. Et je vous ai pris l'exemple aussi des paysages. La gauche dit la droite veut protéger les paysages parce que c'est les paysages des ancêtres et qu'en effet, à droite, on a une valeur de respect de l'ancien. La gauche dit il faut protéger les paysages pour souci de protection biodiversité, etc. Ce qui sous-tend la valeur de droite et la valeur de gauche. Bon, moi je me situe au milieu, c'est-à-dire qu'en tant que biologie, je dis qu'il faut protéger aussi pour la biodiversité, mais la terre des ancêtres, c'est quelque chose d'important. Donc vous voyez, je peux aussi au milieu. Mais les valeurs qui sous-tendent l'idée, la même, la protection des paysages à droite et à gauche, sont différents. Et c'est ce qui, pour moi, définit la droite et la gauche, ce sont les valeurs plus que les idées, parce que si l'on regarde dans le fond, des idées communes, on en a tout un tas. Et si on se mettait d'accord en démocratie sur ces idées communes, croyez-moi,
comme savent faire les Suisses par exemple, croyez-moi qu'on avancerait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà pourquoi je suis contre l'idéologie, parce qu'elle est extrêmement tranchée, je suis beaucoup plus pour la nuance. Par contre, je suis pour la protection des valeurs, la défense des valeurs, et droite et gauche, ce ne sont pas les mêmes. Donc j'ai beaucoup d'idées communes avec la gauche, mais les valeurs qui les sous-tendent ne sont pas forcément les mêmes. Je dis forcément, parce que dans le cas de l'écologie, par exemple, protection des paysages, je suis sur les deux valeurs là pour le coup. Je vous remercie de m'avoir écouté, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, vous avez été très nombreux à vous abonner, plus d'une trentaine, après la vidéo de Karaki. Je ne pensais pas que tu aurais autant de succès, à dire vrai. Je pensais qu'elle ferait 300-400 vues, elle en a fait un peu plus de 2000 au moment où je parle. Voilà, je ne suis pas certain de comprendre le succès de cette vidéo, alors que quand je parle de François Gemène, je pensais que la vidéo ferait au moins 1000 vues, on n'est même pas à 200. Bon, et la discussion avec François Gemène me paraît quand même plus intéressante que la vidéo sur Karaki. Bon, donc, il y a des fois des choses que je ne comprends pas très bien dans le succès des vidéos. Donc allez voir quand même la vidéo de François Gemène, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes sur les récits écologiques. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.